Bonjour Nicole. Bonjour Hélène. Bon, eh bien écoute, on se retrouve à nouveau pour un cycle d'investigation Eh numéro oui. 30. Et si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement, les yeux fermés, et à prendre deux ou trois grandes respirations profondes. Et je vais compter à l'envers de 7 à 1. Et pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Nicole, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, je t'invite à te connecter au mot Lémurie. 1, 2, 3. Est-ce que tu es connecté au mot Lémurie? Oui. Dis-moi la première information que tu perçois. C'est une image, l'image de comme d'une île avec des, des petites montagnes, des monts en fait, Mhm, arborisés. mhm. Ok. Comment est la luminosité? Je vois rien de spécial. Il fait jour et c'est clair, ouais. D'accord. Donc si je comprends bien pour toi que lorsque tu te connectes au mot Lémurie, Lémurie c'est une île. C'est pour ça, c'est ça? C'est l'image que j'ai, oui, c'est comme, ouais, c'est ça, ouais, c'est Ok. ça. Hmm. Ok. Pourquoi ne savons-nous pas aujourd'hui ce qu'est la Lémurie et si elle a réellement existé?
J'ai le mot oubli qui vient. Mhm. Ouais, oubli, c'est l'image d'un rideau qui se tire. Pourquoi? D'accord, tu me parles que on ne sait plus aujourd'hui ce qu'est la lémurie parce qu'on l'a oublié. Et C'est tu as l'image d'un rideau qui se... Quelle est cette image que tu as eue? un rideau qui se tire. D'accord, est-ce que tu Ouais. perçois l'origine de ce rideau qui se tire? Euh, Clairement une intention de ne pas permettre de voir ce qu'il y a derrière le rideau. Donc clairement une intention de tirer le rideau Mhm. pour cacher la vue. Euh, Oui. ouais, je vois une main qui tire, qui À, s'occupe de tirer le rideau, mais à qui appartient cette même? il y a, c'est une main, mais qui suit l'intention de pas mal de protagonistes apparemment. C'est une représentation D'accord. de leur volonté. D'accord. Donc tu veux dire par là que l'oubli de l'existence de la lémurie a été volontairement initié? Oui, D'accord. c'est ce que j'ai là. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Quelle a été la cause de sa disparition sur le plan physique? Euh, alors, ce qui m'est venu au début quand je me suis connectée aux morts, Oui. c'était le mot euh, catastrophe aussi qui est arrivé. D'accord. Quel type de catastrophe? Regarde. Je vois des gens paniqués. Mhm. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi sont-ils paniqués? Comme si je sais pas, un grand danger non seulement les guettait, mais allait s'abattre. Mhm. Observe. Quel est ce danger? Il vient d'abord du ciel, et puis le, le plus gros qui fait que les gens paniquent, c'est de l'eau. D'accord. Ok. Alors quand tu dis que tout d'abord ça commence par le ciel, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Une, une agitation, une menace du ciel, alors de, une menace aérienne, ouais, je pense que des synonymes que je donne. Ouais. Euh, Tu as une image? Comme des étincelles dans le ciel. Ouais. Tu parles d'un orage? Non, je crois pas. D'accord. C'est plus technologique. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc les gens sont en panique, il y a un danger qui est initié d'abord dans le ciel par un processus technologique, c'est ça?
Je ne sais pas si c'est le même, mais il y a un danger d'abord dans le ciel Ouais, et ensuite lié à l'eau. Et celui lié à l'eau est beaucoup plus imminent et impactant que celui du ciel. Voilà. d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Il y a des noyades. D'accord. Oh. Ok. Tu veux dire par là que l'eau, la mer, a submergé cette île? Qu'est-ce que tu vois? Je vois, euh, je vois une grosse, l'image d'une grosse vague D'accord. et surtout des gens qui se noient. Mhm. Ok. Donc comme un tsunami en quelque sorte? Ça, oui, par rapport à ma vie classique, Hmm. ça m'interpelle sur le tsunami qui était vécu il y a quelques années, oui. Ok. Mhm. Bien. Et sur le plan éthérique, quelle a été la cause de la disparition de la Lémurie? Le mode Discord qui vient tout de suite. Oui. D'accord. Entre qui et qui ou quoi et quoi? Euh, une, euh, une mésentente qui, qui aboutit sur une discorde. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? alors, au départ, alors beaucoup de stress, de colère, et ensuite, cet état a mené ce que je perçois de la lémurie à une discorde. Mhm. Quelle est l'origine de cette discorde? Va à l'origine de cette discorde. Guerre, j'ai le mot guerre. Mhm. Entre qui et qui? De peuple. D'accord. L'un de ces peuples est le peuple lémurien? Oui, Ok. Et l'autre peuple, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? je revois l'aviation là, enfin dans le ciel, c'était de l'aviation. D'accord. Ok. Ok, tu vois ce qu'il y a dans le ciel. Donc, tu vois une guerre entre le peuple de la Lémurie et un peuple qui est dans les airs. Une attaque aérienne Mhm. que les lémuries, enfin la lémurie, les lémuriens ont subi. D'accord. C'est une attaque aérienne de qui? Est-ce que tu as l'information? Donc un peuple avec une technologie plus avancée que D'accord. la lémurie. Ok. Donc, nous étions sur la question du plan éthérique, hein, la cause de la disparition de la Lémurie. Donc, sur le plan éthérique, si je comprends bien, tu perçois une discorde qui a créé une guerre entre deux peuples, la Lémurie et un autre peuple qui les attaque au niveau aérien. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Ok. Et ça, c'est sur le plan physique ou éthérique? Comment tu distingues les deux? Alors, je crois que je suis repartie en physique là. Ouais. Mhm. Mhm. Et sur le plan éthérique, quelle est la cause de la disparition de la Lémurie?
J'ai le mot colère qui vient. Une colère placée en dessus de la lémurie dont on parle. Mhm. Ok, Ouais. ok. Cette colère, elle est, qui l'a produite? C'est un mélange de... C'est un mélange des deux, du coup, des deux peuples. Ok, d'accord. Ok, bien. On va revenir sur le plan physique. Peux-tu décrire comment s'est produite la disparition de la lémurie? Me décrire sur le plan physique comment s'est produite la disparition de la lémurie. J'ai l'eau, de nouveau l'eau qui vient. D'accord. Inondation. Mhm. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Est-ce que tu perçois autre chose sur le plan physique? Euh, le calme après la catastrophe. D'accord, ok, bien. Et sur le plan éthérique, peux-tu me décrire comment s'est produite la disparition de la lémurie sur le plan éthérique maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Une énergie qui tombe. C'est vraiment, il y a le mouvement vertical de haut en bas Mhm. sur comme un effondrement. D'accord, Ouais. ok, bien. À quelle époque remontent tes informations en rapport à la lémurie? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu perçois ou ressens? Alors j'ai les chiffres, voilà, 1, 7, 2, 4 qui sont venus au tout premier. Mhm. D'accord. Et si tu regardes sur une chronologie par rapport en, nous sommes nous en 2020, et que tu cherches l'origine de tes informations par rapport à la lémurie et l'époque à laquelle ça remonte, ces informations. Ça me tire, je sens une force qui me tire en arrière par le dos, comme si c'était un retour énorme par rapport à 2020 en fait. D'accord, d'accord. Donc, cette sensation t'informe de quelle manière, en fait, sur l'époque de l'existence de la lémurie? J'interprète dans la mesure où c'est une période bien avant celle que nous vivons maintenant, mais vraiment très ancienne. Très ancienne. Ok. Maintenant, en regardant la planète Terre depuis le haut, par rapport au plan physique, pourrais-tu me montrer l'exact emplacement de la lémurie? Est-ce que tu vois?
Non, Ok. je vois pas. Est-ce que l'emplacement exact de la Lémurie est sur Terre? J'ai le oui qui se présente, oui. D'accord. Ok. Et si tu regardes en cherchant où est la Lémurie, où est-ce que ton regard se pose sur la planète Terre depuis le haut? Euh, dans une, euh, dans une des zones bleues de la planète, donc qui représente de l'eau. Mhm. D'accord. Est-ce que tu situes dans quelle mer ou dans quel océan se trouve l'ancienne Lémurie? Non, j'y parviens pas, je suis désolée. Ok, bien. Et si tu te situes au moment où les Lémuries existaient encore, avant qu'elles disparaissent? Depuis le haut, au-dessus de la planète Terre, où est-ce que tu la situes? La première information qui te vient. C'est soit je suis trop près et je vois ou de l'eau ou plutôt un continent, ou alors je m'éloigne trop Mhm. et je perds l'info. D'accord. Prends la bonne distance qui te permet de voir à ta guise, comme tu le souhaites. La bonne distance, la bonne perspective. Alors plutôt sur l'hémisphère sud. Mhm. D'accord. Ok. L'hémisphère sud, est-ce que tu as une zone que tu peux reconnaître a priori en rapport à tes connaissances? Non, je regrette. Pas de souci. J'arrive pas. Ok. Bien. Donc tu me disais que la Lémurie, à l'époque, était une île. Mhm. Ok. Ouais. Est-ce que tu la vois, cette île? Oui. Ok. Quelles sont ses frontières? Alors l'eau. Ok. Maintenant, je te propose de me décrire un habitant de la Lémurie, un lémurien, sur le plan physique. J'ai quelqu'un qui a plutôt la peau mate, les cheveux noirs. Oui. Ok. C'est un homme, une femme? Un homme. Ok. Quelles sont les différences physiques en comparaison à un habitant ordinaire de la Terre en 2020? Les vêtements. Mhm. Ouais, c'est. Comment sont-ils ces vêtements? euh, on est plus avec la personne que j'ai devant les yeux, on est plus dans une toge ou que dans des vêtements aboutis tels qu'on les porte actuellement. D'accord. Est-ce que si tu compares un habitant de la Terre en 2020 et un lémurien, est-ce qu'ils ont la même taille?
Le lémurien, je le vois plus large et plus haut. Plus large et plus haut, d'accord. Comment sont ses mains, ses pieds? Plus massif que les nôtres. Mhm. Ok. Ils sont tous bruns, pommades, ou y a-t-il d'autres différences? Je vois aussi, euh, j'en vois d'autres avec la peau plus claire. D'accord. Ok. Maintenant, je te propose de décrire l'ADN d'un lémurien par rapport au plan physique. Regarde et décris-moi l'ADN d'un lémurien par rapport au plan physique. Alors c'est le mot humain qui vient pour l'ADN. D'accord. Et maintenant, si tu compares l'ADN d'un lémurien avec un habitant commun de la planète Terre en 2020, qu'est-ce que tu perçois sur le plan physique? Un ADN plus évolué que le nôtre maintenant. D'accord. Ok. Et si tu observes la dimension éthérique de l'ADN lémurien, qu'est-ce que tu perçois? Le même constat avec d'autres images qui montrent que qui me font comprendre que c'est un ADN aussi plus évolué que le nôtre. D'accord. Donc, C'est ok. Donc, si tu compares l'ADN d'un point de vue éthérique d'un lémurien et d'un habitant terrien commun de 2020, l'ADN, si je comprends bien, est plus évolué pour un lémurien que pour un humain oui, d'aujourd'hui. c'est ça. C'est Ok. ça, oui. Quand tu dis plus évolué, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que tu vois, perçois? Il contient plus d'informations que le nôtre. D'accord. Bien. Maintenant, je te propose de me décrire comment la civilisation lémurienne est-elle organisée d'un point de vue social? Je vois des hiérarchies, mais plus pour l'organisation que pour les droits et les obligations de chacun. D'accord. Donc, tu vois une hiérarchie. Comment est-elle constituée, cette hiérarchie, dans cette organisation sociale? Que c'est le plus sage qui est à la tête. D'accord. D'accord. Est-ce que les habitants de la Lémurie ont des maisons? Oui, il y a des maisons, et notamment des maisons qui font partie de la roche. D'accord. Donc, à la question comment sont-elles fabriquées? Tu perçois qu'elles sont fabriquées dans de la roche? C'est ça que tu as vu? Je vois des maisons qui font partie intégrante de la nature, en fait, comme creusées dans de la roche. D'accord. Et puis après, des villages ou des agglomérations, je ne sais pas comment appeler ça, Hmm. où là c'est bâti, en fait. D'accord. Elles sont bâties comment, celles-ci? C'est assez basique.
Ok, c'est-à-dire. Quelle est la couleur des murs? Est-ce qu'il y a un toit? Oui, il y a le toit est souvent. Il y a des toits plats, il y en a d'autres qui sont à deux pans, oui. Mhm. Les murs, comment sont-ils? Euh, Ça me semble très solide. Mhm. Comment sont-ils fabriqués, ces murs? De quels matériaux? Avec la roche qu'ils trouvent dans leur nature, en fait, apparemment l'addition d'autres matériaux. D'accord, ok. Maintenant, je te propose de me décrire leurs moyens de transport. Il y a le bateau, Ouais, mais avant le bateau, il y a autre chose qui est venu, et c'était quelque chose que je connais pas, en fait. ouais. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que... Décris-moi. Ça, c'est comme s'ils utilisent un, un procédé naturel pour se déplacer. Est-ce que Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu as vu? Quelle est l'image que tu as eue? Que c'est pas forcément un véhicule au sens comme on le connaît aujourd'hui, en fait. D'accord, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que à la question euh, comment se déplace-t-il, en fait, ce que tu as perçu, c'est qu'ils n'utilisent pas nécessairement comme nous une voiture, une mobilette, un vélo. C'est ça. Mhm. Ok. Si je comprends ce que tu as vu, c'est qu'ils peuvent se déplacer naturellement, de par leur propre intention, sans nécessairement marcher. Est-ce Mais que oui, oui, c'est ça. une forme de téléportation? Qu'est-ce que tu... Oui, et j'ai de la peine à me l'expliquer parce que pour moi, dans mon cerveau de 2020, c'est pas, ça n'existe pas. Mais Ou est-ce que c'est qu'on parle l'ubiquité, c'est-à-dire être présent à un endroit et être présent à un autre en même temps? Ou c'est se téléporter? c'est plus téléporté. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Je te propose maintenant de me décrire une journée typique d'un habitant de la Lémurie. C'est rendre grâce aux jours qui se présentent Mhm. De quelle manière? par la disposition d'esprit. Mhm. C'est œuvrer pour la collectivité. Ok. Quand tu dis œuvrer pour la collectivité, c'est-à-dire? C'est-à-dire des actions pour aider son voisin, là où on a besoin d'aide, être disponible pour que la collectivité fonctionne, Hmm. mais dans un état d'esprit très positif, collaboratif et aidant, en fait. Ok. Ok. Maintenant, quelles espèces animales et végétales sont présentes dans les Lémurie?
Qu'est-ce que tu vois? Animal. Est-ce que tu vois des animaux à Lémurie? Mais non, je cherche. Ou D'accord. alors, ils font tellement partie intégrante de cette nature que je les distingue pas. Mais non, je vois pas. Je vois Ok. pas d'animal. D'accord. Est-ce que tu vois des végétaux? Je vois des arbres, je vois de l'herbe. Mhm. Est-ce que tu vois des oiseaux dans ces arbres? Mais non, je vois pas d'animaux. Ok. D'accord. Existe-t-il, sur le plan physique, des manifestations organiques ou non organiques qui témoignent de l'existence de la Lémurie? Alors, je reviens à la roche par Ouais, rapport à ça. ouais. Qu'est-ce que tu as comme information à propos de cette roche? Que la roche résiste au temps et elle peut se retrouver. Ouais. D'accord. Y a-t-il des traces de la civilisation lémurienne sur le plan physique sur la Terre? Oui, Ouais. Oui. ouais. Mhm. Où sont-elles situées ces traces de cette civilisation? Sur un certain continent, sur un certain endroit de la Terre, en fait, où, euh, où justement la roche peut être trouvée. D'accord. Ok. Est-ce que quel continent? Plutôt vers le sud de l'Amérique. D'accord, Sud-Amérique. Ok. Dis-moi, en 2020, sur le plan physique, y a-t-il des descendants de la civilisation lémurienne? Oui, Oui, d'accord. Où vivent-ils aujourd'hui, ces descendants de cette civilisation? plutôt justement, voilà, du coup on a trouvé l'endroit, je pense, le hémisphère sud, Sud-Amérique, Mhm. dont, donc pas une, pour moi c'est pas une région précise, mais c'est plutôt un périmètre. Oui. Uniquement dans cette zone-là, aujourd'hui en 2020 ou... Non, parce qu'avec les gens sont libres sont plus ou moins libres de vivre où ils veulent. Mhm. Et Ok. donc, oui, je vois des descendants possiblement ailleurs sur le globe. Mhm. Maintenant, une question ouverte. Qui suis-je en rapport à ces questions précédentes? Est-ce que tu as une information qui te vient? Non, mm-mm, Pas d'information? pas d'information. Ok. Observe et décris les descendants de la civilisation lémurienne sur le plan éthérique. Ils ont en eux une certaine prédisposition, je sais pas, un certain
certaines caractéristiques Lesquels? de disposition d'esprit de nouveau. Ouais. Est-ce que tu peux développer? Comme s'ils ont en eux ces valeurs que j'ai données tout à l'heure avec une certaine culture de la sagesse et de l'aide à son prochain. D'accord. Ok. D'accord. Donc sur le plan éthérique, les descendants de la civilisation lémurienne, on retrouve en fait cette forme de sagesse, Oui, c'est ça. d'esprit collaboratif. Ok. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, je vais t'exposer différentes théories et tu m'indiqueras si tu retrouves de la véracité ou des éléments véridiques dans les théories suivantes. Tu me répondras par oui ou par non. Ok? Ok. Première théorie. Les lémuriens sont une espèce de singe à prisme endémique qui ne vit qu'à Madagascar, tandis que les familles de lémuriens disparus, du Pakistan à la Malaisie, sont absentes en Afrique et au Moyen-Orient. Sclater a proposé que Madagascar et l'Inde faisaient autrefois partie d'un plus grand continent appelé Lémurie, du nom des Lémuriens. Le nom de Lémurie, inventé en 1864 par le zoologiste Philip Sclater dans l'article The Mammals of Madagascar, publié dans The Quarterly Journal of Science. Oui ou non? Est-ce qu'il y a de la véracité ou des éléments véridiques dans cette première théorie? Il y a quelques éléments véridiques, ouais. Lesquels? Dans le début de ta citation, on parle des animaux. D'accord. Ok. Bien. Deuxième théorie. Un célèbre journal a rapporté les nouvelles suivantes. Sur l'île Maurice, dans l'océan Indien, une ancienne croûte terrestre recouverte de lave avec des cristaux de zircon, vieux de 3 milliards d'années, a été trouvée. Cette île volcanique, cependant, n'a pas plus de 9 millions d'années. De plus, ces cristaux de zircon ne peuvent se former que sur des continents. Est-ce qu'il y a des éléments véridiques ou non dans cette théorie? Oui, il y a du véridique avec le zircon. D'accord. Ok. Autre information. Elena Blavatsky a déclaré que l'existence de ce continent, habité par une race d'hermaphrodites spirituellement purs, ce qui lui avait été révélé par les Mahatmas, qui lui aurait permis de voir un texte pré-atlantide dans le livre de Dzian. Quels éléments véridiques trouves-tu dans cette théorie? Moi, je fais le lien avec leur pureté, en fait. D'accord. Ok. Autre information. Rudolf Steiner a déclaré que les lémuriens avaient un corps mou et particulièrement malléable. Cela signifie qu'ils pouvaient modifier leur corps, ils n'avaient pas de mémoire développée et pour cette raison ils n'avaient même pas de langage. Quels éléments véridiques trouves-tu dans cette théorie? Un corps mou, pas de langage. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Ouais. Rudolf Steiner a déclaré que les lémuriens avaient un corps mou et particulièrement malléable. Cela signifie qu'ils pouvaient modifier leur corps et ils n'avaient pas de mémoire développée.
C'est pour cette raison qu'ils n'avaient même pas de langage. Est-ce qu'il y a des éléments véridiques ou pas dans cette théorie? Moi, j'en trouve pas. Non. Oh, ok. Rudolf Steiner a également affirmé que l'ère lémurique avait pris fin en raison de catastrophes volcaniques majeures, mais qu'un groupe d'humains s'était échappé de la catastrophe. Oui ou non? Un groupe qui s'est échappé, oui, mais la nature de la catastrophe, non. Ok, bien. On est arrivé à la fin de cette enquête. Maintenant, je te propose de te déconnecter. Déconnecte-toi de tout et de tous, de toutes ces images, de toutes ces informations. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant, dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Ton corps est en train de se réveiller. Il est de plus en plus léger et il récupère sa propre force. 2. Tu te sens merveilleusement bien dans tes fréquences idéales qui t'amènent vers une sensation de paix, de joie dans tout ton corps. Tu as l'esprit clair et tu te sens bien, prête à reprendre le cours de ta journée. 3. Tu ouvres les yeux. Rebonjour. Bonjour, Hélène. Comment tu te sens? Bien. Quel voyage. On est allé loin. Ah oui. Magnifique. Super. Bien, écoute, je te remercie beaucoup et puis au plaisir d'une prochaine enquête ensemble. Avec plaisir, Hélène. À bientôt. Au revoir. Ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o
eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo, o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché?
queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.